Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour ce 33e épisode du podcast À côté de mes pompes. Veille de vacances pour moi, ce soir, vendredi, j'attaque ma quinzaine de vacances. Alors ça va faire du bien parce que la semaine dernière j'ai connu un petit coup de mou en fin de semaine. La séance de dimanche a été relativement compliquée à réaliser. Alors c'était pourtant un footing en endurance mais j'avais aucune énergie. Est-ce que c'est la météo ? Est-ce que le froid m'avait complètement tétanisé? Bon, il faut dire qu'on a traversé des températures relativement polaires, ce qui contraste avec la météo de la semaine, puisque j'ai ressorti le short, le t-shirt. Donc ces amplitudes de température sont quand même difficiles à encaisser pour le corps. Il faut être à l'écoute parce que on n'est pas des professionnels. Je ne le suis pas. Et la vie professionnelle, la vie familiale prennent également le pas sur notre quotidien. Il faut pouvoir gérer tout ça. Donc un petit peu de repos. Je pense que ça m'a pas fait de mal sur la fin de semaine dernière. J'attaque une semaine qui sera, je pense, une semaine de course parce que j'ai un petit challenge à la fin de la semaine prochaine concocté par David, mon entraîneur. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Alors comme je vous le dis et je vous le répète après chaque épisode, likez, partagez ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen pour le faire connaître. Toutes les personnes qui pratiquent le running sont en mesure de l'écouter et de s'y intéresser. Si vous le souhaitez et si vous êtes sur la plateforme Apple, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera un immense plaisir. Passons maintenant à la présentation de mon invité du jour en la personne de Faustin Guigon. Faustin est un coureur natif de Besançon qui, pour des raisons scolaires et professionnelles, a vécu quelques années dans la région marseillaise. D'ailleurs, il est toujours licencié au club de l'Olympique de Marseille Athlétisme. Suite à un changement professionnel, une orientation différente, sa carrière s'est tournée vers Paris, où il exerce aujourd'hui le métier de garde républicain. Faustin se définit comme étant un coureur atypique. Il ne pense pas être dans le top niveau national, mais je dois vous avouer que ce n'est pas non plus un coureur du dimanche. Les conditions professionnelles que lui offre son métier lui permettent d'avoir quasiment une carrière, du moins un entraînement, tel un sportif de haut niveau. Il se découvre, même aujourd'hui, de nouvelles capacités qu'il n'avait jusqu'alors pas explorées. Avec ses collègues et camarades d'entraînement, notamment Mathias Aymar et Mehdi Frère, en cette période sans compétition, sans objectif majeur, Faustin aime se lancer dans des séances un petit peu folles. La dernière en date réalisée a été effectuée le 23 janvier dernier sur la piste de Dugny avec Mehdi, où ils ont réalisé la séance Zatopek, une séance consistant à parcourir 100 tours de piste, un tour rapide, un tour lent. Nos deux hommes, sous une pluie glaciale et dans le froid, ont parcouru 40 km en 2 heures et 21 minutes. Autant vous dire que le mental a été mis à rude épreuve, mais ce qui prouve que Faustin est un coureur atypique. Je vous laisse en compagnie donc de ce long entretien réalisé avec Faustin. Alors bonjour Faustin, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va discuter donc course à pied, mais on va voir qu'on a quand même plusieurs accroches communes, que ce soit sur le plan footballistique ou sur la localisation donc de ton habitation et de ta profession. Donc plusieurs points communs qui m'ont conduit à venir t'interviewer. Alors je vais te laisser te présenter sur un plan état civil et puis ensuite on verra pour le côté course à pied et professionnel. Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Je suis Faustin Guigon, je suis un coureur, on va dire, coureur de niveau national. Je suis pas un grand coureur, je suis pas un coureur du dimanche. Je me situe un peu entre les deux. Je suis né à Besançon le 10 juillet 1990. J'ai 30 ans, là je vais sur ma 31e année. J'ai deux frères qui sont un petit peu plus grands que moi et qui ont aussi le goût de la course à pied. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai cette affection-là pour la discipline. Et actuellement, je suis gendarme au sein de la garde républicaine, donc au 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Je suis service de sécurité et d'honneur au niveau des palais de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors c'est par ce biais-là que j'ai eu justement cette accroche, puisque mon oncle Pascal, que je salue, est lui aussi garde républicain et vous êtes dans la même caserne. Enfin du moins lui il n'habite plus ici, mais la caserne de Dugny est celle que j'ai côtoyée pendant quelques années. C'est ça, le monde est petit. Exactement. Alors qu'est-ce qui t'a amené justement à entrer à la garde républicaine ? Quel est ton parcours professionnel ?
Alors, mon parcours, alors au début, j'étais pas du tout dans le milieu de la gendarmerie. J'ai pas du tout de proches dans ma famille gendarme, contrairement à beaucoup de mes camarades. Moi, à la base, j'ai fait des études pour être agent immobilier. J'ai fait un BTS NRC. J'ai commencé comme agent immobilier à Marseille pendant 3-4 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Et déjà à l'époque, je courais, à un moins bon niveau, mais je courais. Et j'ai commencé à avoir des blessures. J'ai dû me faire opérer de la cheville. Et à ce moment-là, bah, en tant qu'auto-entrepreneur, eh ben, si on travaille pas, on gagne pas d'argent. J'ai commencé à me poser quelques questions, à savoir si je voulais faire ça, un peu sur mon avenir, tout ça. Et en fait, j'ai un de mes meilleurs amis dans mon groupe proche, qui était gendarme. Et en fait, lui, il nous a incité, en fait, parce que je dis parce qu'on est plusieurs dans le même cas, on était 3 à l'époque. Il nous a incité à pourquoi pas passer le concours de sous-officier. Et les 3, on l'a passé. Les 3, on l'a eu. Alors, à différents moments, hein, mes 2 autres potes l'ont passé un petit peu avant moi. Il y en a un qui aujourd'hui n'a pas été gendarme parce qu'il a eu un souci au niveau de la visite médicale, mais l'autre que tu as dû entendre parler, il s'appelle Mathias Semma, a incorporé la garde républicaine 2 ans avant moi. Et donc, du coup, on s'est retrouvés les 2 à Duny par le biais donc, de cet intermédiaire-là, de notre ami, il s'appelle Hamza, aussi un coureur de mon club à l'époque, de l'Olympique de Marseille, athlétisme. Donc, un petit peu par hasard, finalement, que tu as rejoint cette corporation de la gendarmerie. Est-ce que tu penses que ta carrière de sportif a pu t'aider pour les tests physiques? Ouais, alors au niveau quand on passe le concours, un petit peu, mais pas tant que ça. Par contre, en école, parce qu'après l'école c'est assez long, hein, c'est 1 an, c'est 8 mois en école et après 4 mois de formation, on va dire. Je pense que oui, ça m'a aidé parce que déjà, le sport en général militaire, le fait de courir, c'est la base en fait parce que c'est beaucoup d'endurance dans le sport militaire. Et après, au niveau de tout ce qui est formation, pareil. En fait, c'est tellement compensé, c'est tellement condensé, pardon, que le fait d'être bon en endurance, eh ben, ça aide à tenir la cadence pendant les 8 mois d'école qui sont assez chargés. Alors, au niveau de l'école, tu as également intégré une région que je connais par le biais de ma belle famille. Donc, tu étais sur Montluçon. Et ensuite, comment ça s'est passé? Comment tu as atterri sur la garde républicaine et ce poste au niveau des assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale? Ouais, eh ben alors en fait, en école, c'est tout simple, hein, au bout d'1 an, il y a un classement qui s'établit en fonction de nos résultats sur toute l'année. On a plusieurs examens. Et donc, il y a des places qui sont mises à disposition. Donc, il existe plusieurs catégories. Enfin, il y a pas que la garde républicaine, hein, forcément. Il y a gendarmerie départementale, mobile et des lieux d'affectation avec, on va dire, des régions. Et moi, mon objectif premier, c'était d'avoir la garde républicaine. Et mon classement m'a permis de choisir une des 5 places qui étaient disponibles. On était, je crois, 120 dans ma compagnie à peu près. Et il y avait 5 places à la garde républicaine. J'ai eu une place. Après, pour l'affectation en elle-même à Duny, c'est un peu du hasard. J'avais demandé le 2e régiment parce que j'avais mon ami Mathias Semar qui y était. Et j'avais, on va dire, une chance sur 4 d'être à Duny. Les 3 autres chances sont dans Paris même. Et je me suis retrouvé à Duny. Donc, au final, pour ma carrière de sportif, on va dire, ça peut pas être mieux au niveau entraînement, tout ça. On est vraiment très, très bien géolocalisé à Duny, quoi. Alors, comment vous arrivez à vous entraîner quand on est garde républicain? Est-ce que vous avez des séances dans la semaine qui sont spécifiques? Je sais qu'à Duny, sur la caserne, il y a une belle salle de sport. Est-ce que vous en profitez? Après, il y a l'installation sportive avec le stade à proximité. Dans votre semaine, est-ce que vous avez du sport qui est imposé? Alors oui, l'avantage que j'ai d'être à la garde républicaine, c'est en fait, quand on monte des gardes, on part pour 24 heures. Un peu plus même parce que on part de Duny, on rentre à Duny et sur place on reste 24 heures sur les palais. Donc en fait on part plutôt pour 26 heures on va dire. Et le lendemain donc du coup on est en descendance de garde. Donc déjà le lendemain, même si on a la fatigue parce qu'on a travaillé la nuit et on rentre le matin à 9 heures, déjà jusqu'au lendemain matin on a ce temps-là pour faire ce que l'on veut on va dire. Tout en restant à proximité de Paris parce qu'on est censé, on n'est pas censé non plus partir à 3 heures de route. On doit rester
à proximité, mais déjà on peut s'entraîner. Donc là, ça nous permet en général de doubler quand on rentre de garde. Et après, pour les autres jours où on travaille au sein de la caserne, ils sont plus rares. La gendarmerie, ça c'est aussi une chance, nous donne le matin 2 heures d'entraînement. Donc de 8 à 10, ça fait partie en fait de notre service, parce qu'on doit garder une certaine condition physique. Et donc du coup, la gendarmerie, ces jours-là, on appelle ça des jours d'unité, nous, entre nous, et ça nous permet de nous entraîner le matin de 8 heures à 10 heures. Donc ça te permet déjà d'avoir un cadre d'entraînement assez sympa, à la fois avec le travail. Donc il y a vraiment les deux. Tu as réussi à mêler le côté professionnel avec ce poste que tu souhaitais au niveau de la garde républicaine et l'entraînement donc le matin. Alors si on vient à tes débuts en course à pied, le petit Faustin, quand est-ce qu'il a commencé à pratiquer la course à pied? À quand ça remonte? Tu évoquais tout à l'heure que ton frère avait eu un rôle et était un coureur également. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers pas en course à pied? Ça a été le seul sport que tu as pratiqué? Alors moi, j'ai commencé tout petit par la natation pour apprendre à nager, tout simplement. Après, j'ai commencé à faire du foot jusqu'à mes 12 ans, je dirais. Et à mes 12 ans, donc je crois que ma première licence d'athlétisme, je l'ai prise en 2002, donc à mes 12 ans, jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, j'avais commencé à courir un petit peu avant parce que quand j'étais petit, mon père m'amenait souvent sur des courses, des courses de village en fait. Et dans les courses de village, il y avait toujours, avant la course adulte, il y avait toujours la course enfant. Et je pense que depuis tout petit, j'ai ces souvenirs-là de me retrouver dans des petits bleds à côté de Besançon, parce que je suis originaire de là-bas, et de faire une course. Je pense qu'à l'époque, ça devait faire 500 mètres, 600 mètres, enfin, vraiment pour les tout petits, quoi. Et pendant cette période-là, déjà, quand j'étais petit, je voyais, j'avais mon frère. Alors j'ai un grand frère, on a 12 ans d'écart. Et souvent, il me demandait de l'accompagner sur ses footings. Alors j'allais en vélo, en fait, et je l'accompagnais. Et je pense que ça m'a donné goût, voilà. Et après, j'ai un autre frère. Par contre, on n'a que 2 ans d'écart. Et lui, pareil, je l'ai vu briller quand j'étais petit. Il était vraiment très, très fort. Il faisait les crosses des collèges, ce que j'ai jamais réussi à faire. Lui, il était toujours dans les premiers, aux interrégionaux, enfin, aux je sais plus comment ça s'appelle, aux académiques, ça s'appelle. Je le voyais toujours briller devant, alors que moi, j'ai jamais été très, très fort. Et lui aussi m'a donné envie de courir, ouais. Donc, il y avait déjà cet héritage familial et tu as finalement enchaîné parce qu'aujourd'hui, tu affiches quand même des chronos qui sont brillants. On y reviendra tout à l'heure. Comment tu as pu progresser de ces 12 ans jusqu'à aujourd'hui? Quel a été ton parcours? Donc, tu as intégré différents clubs, dont un qui m'est cher. Alors, je ne sais pas s'il y a des liens entre le football et la course à pied, mais tu es athlète de l'Olympique de Marseille, athlétisme, c'est ça? C'est ça. Alors moi, je suis quelqu'un qui reste fidèle à mon club. J'ai fait que 2 clubs depuis 2002. J'ai fait donc l'SPTT Besançon jusqu'à 2010. Et en 2010, en fait, j'ai déménagé à Marseille, en lien un petit peu aussi avec le foot, tout ça, parce que en fait, c'était pour faire passer mon BTS. À Besançon, il y avait que un BTS qu'un établissement qui proposait mon BTS pour beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, il fallait faire des vœux. Et en deuxième vœu, j'avais mis Marseille, parce que j'avais un de mes meilleurs amis qui partait en école de commerce à Marseille. Et puis, je me suis dit, quitte à faire, si je suis à 1 heure ou à 5 heures de Besançon, ça change pas grand-chose. Donc, quitte à faire, je pars à Marseille. Et aussi en lien avec le foot, parce que j'ai toujours été supporter de l'OM. Donc, Marseille, c'est le sud, c'est le soleil, c'est le foot. Ça me permettait de découvrir une nouvelle ville. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à Marseille. Et donc, mon deuxième club, l'Olympique de Marseille Athlétisme, avec lequel je suis toujours aujourd'hui. Voilà. Après, je suis un coureur plutôt atypique parce que quand j'étais jeune, comme je disais tout à l'heure, par rapport au cross, mais c'est pareil pour la piste, pour pas mal de choses, j'ai jamais été très, très fort. J'étais un coureur plutôt moyen, en minime. Pour ceux qui courent, ça va leur parler, mais en minime, par exemple, je faisais 3,04 au kilomètre, au 1000 mètres, alors que les meilleurs dans ma région, ils faisaient 2,40, voire moins. Donc, j'étais vraiment très, très loin des tout meilleurs. Et je suis un coureur atypique parce qu'au fur et à mesure des années, ces coureurs-là, j'ai commencé à les rattraper. Et c'est vrai que la plupart, d'ailleurs, ont arrêté l'athlé, en fait. Il y a beaucoup de très, très forts jeunes et au fur et à mesure, ils régressent. Enfin, ils n'ont pas une progression très, très importante. Et moi, c'est l'inverse. Du coup, je pense que le fait de me mettre moins entraîné étant petit m'a permis de progresser sur le tard sans forcément trop me blesser dans un premier temps. Parce que je pourrais y venir aussi, parce que j'ai eu quand même pas mal de pépins physiques ces dernières années. Et surtout d'y prendre goût, parce qu'il y en a beaucoup, les parents les entraînent dur quand ils sont jeunes, et après, ils sont écœurés à un certain âge. Et il y en a beaucoup qui, à partir de junior espoir, ont totalement arrêté de courir, quoi.
Ouais, ce qu'on peut voir dans d'autres sports, hein, quand on pousse vraiment trop les jeunes, les enfants, on arrive après à les cramer un petit peu. Est-ce que tu es adepte que de la route ou est-ce que tu pratiques la piste? On verra que la piste, tu aimes bien quand même, hein. Tout à l'heure, avec une grosse séance que vous avez effectuée il y a pas longtemps. Est-ce que tu es à l'aise dans la région de Marseille? Je pense qu'on peut trouver tous les terrains, que ce soit route, piste ou un petit peu trail. Qu'est-ce qui te plaît le plus en termes de terrain? Bon, alors ça dépend ce que j'ai à faire en fait. Parce que pour un footing, vraiment un footing tranquille, tout ça, j'aime bien être en pleine nature, sur un terrain plus souple, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que dès qu'il faut faire une séance avec des chronos, à Marseille, je privilégiais beaucoup la route. Pour ceux qui connaissent Marseille, j'habitais vers le parc Borély et on tournait autour d'un hippodrome, une boucle de 2000 mètres. Donc, il y a beaucoup de séances que j'aurais pu faire sur piste à l'époque que je faisais sur route. Et donc, en fait, je dirais un peu tout. La piste, on en a besoin parce que la piste, on triche pas quoi, sur la piste. Parce qu'aujourd'hui, le GPS, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques parce que on n'est jamais sûr, c'est pas fiable à 100%. Par contre, la piste, si demain je fais des 1000 mètres sur piste, on pourra pas me dire non, ça déconne. Non, la piste elle déconne pas quoi. C'est 2 tours et demi et c'est pas plus, c'est pas moins. Donc là, tu sais que Voilà. c'est fiable. Donc voilà, je fais un peu de tout, hein, la route, la piste. Alors à Duny, aujourd'hui, c'est un peu pareil, hein. Franchement, comme tu as dit, tu connais un petit peu. On a de la chance d'avoir le plus grand parc de la région parisienne. On a le parc de la Courneuve qui est juste à 400 mètres à vol d'oiseau où j'habite. Donc ça, c'est une chance incroyable. On a la piste qui est ouverte tout le temps. On n'a jamais eu de souci pour y accéder. Et après, la route, on a aussi ce qu'il faut. Alors on est un petit peu déçus. Je sais pas si tu as vu sur Strava, on court beaucoup avec mes potes, on court beaucoup à un endroit qui s'appelle l'Air des Vents. En fait, c'est une annexe du parc de la Courneuve. C'est encore plus proche pour nous. C'est vraiment juste à côté, quoi. À vol d'oiseau, c'est à 100 mètres. Et malheureusement pour nous, ils sont en train de construire le village olympique, le village de la presse. Et là, depuis 2 mois, ils ont fermé les 3 quarts du parc. Et donc en fait, c'était là-dessus. Vous êtes handicapé, oui. Toutes nos grosses séances. Toutes les grosses séances, que ce soit pour moi ou pour mes potes Mathias et Mehdi, mes 10 frères, on peut voir sur Strava, on fait toutes nos séances là-bas. C'est un endroit qui était vraiment idéal pour courir, pour faire des tests et pour travailler les allures, tout ça. On a même fait des sorties longues de 38 km dessus. On avait une boucle de 3 km, mais ultra roulante. Et là, va falloir trouver un autre endroit pour faire ça parce que là, ça y est, ça ferme. Là, ça ferme, ouais. Donc, préparation des JO 2024, mais avec des athlètes qui sont un peu mécontents, comme tu le dis, voilà, avec des terrains d'entraînement qu'il va falloir trouver un petit peu plus éloignés. Mais je me rappelle, oui, dans ce parc de la Courneuve, croiser énormément de coureurs. Alors moi, c'était souvent le dimanche matin, hein, quand j'allais chez mon oncle et ma tante, et il y avait peut-être aussi des petits raidillons, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver également du dénivelé, parce que sur une entrée, je me rappelle avoir une côte qui était vraiment très très pentue, donc on peut vraiment se faire plaisir. L'entrée du Poirier. Exactement. Au niveau des dossards, alors est-ce que tu te rappelles de ton tout premier dossard, premier chrono, là où tu as vraiment performé? Alors on va dire peut-être le déclic que j'ai eu quand j'étais petit, je me rappelle d'être allé faire ça reste encore une course un peu de village, mais j'avais fait un 5 km où j'avais accompagné justement mes 2 frères. Enfin, c'est eux qui m'avaient amené, je les avais accompagnés. Eux, ils avaient dû faire le 10 km là-bas. Et moi, j'avais fait, en tant que jeune, j'étais même pas encore cadet. J'avais fait un 5 km, c'était à Lunéville. Et je crois que j'avais gagné, ou j'ai fait... En tout cas, c'était une course d'adultes. Et moi, je devais être à l'époque minime. Et j'avais gagné la course, où j'ai fait en deuxième. Je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, ça avait fait un petit déclic. Après, au niveau de... Plus tard, on va dire... Là où j'ai compris que je devais arrêter de me fixer des limites, parce que quand j'étais plus jeune, je me dis, allez, si un jour je fais par exemple 33 minutes sur 10 km, ça serait incroyable, quoi. Et puis un jour, je l'ai fait. Et puis, et l'année d'après, j'ai pas réussi à concrétiser ça. Je suis repassé en 34 minutes. C'était ma première année à Marseille. Et là, j'ai changé d'entraîneur. J'ai commencé à m'entraîner avec un entraîneur que les gens, peut-être aujourd'hui, vont reconnaître, s'appelle Roger Millot, qui est un ancien recordman de France du 800 mètres en salle, qui était champion d'Europe aussi de 800 mètres, qui a fait les Jeux Olympiques de Moscou, si je me trompe pas. Et donc, c'est lui qui a commencé à m'entraîner. Et au bout de 2 mois, j'ai fait 32 sur 10 km. Donc, et là, j'ai compris, en fait, que quand j'étais plus jeune, je me limitais trop, que je me satisfaisais trop rapidement. En fait,
on peut vraiment progresser de jour en jour quand même. Encore aujourd'hui, ça, ce que je dis, c'était il y a quasiment 10 ans. Et encore aujourd'hui, je sais pas où je m'arrêterai, quoi. Je sais que je peux encore faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, ce que tu disais, il y a cette marge de progression et peut-être parfois des choses qui viennent nous limiter. Aujourd'hui, c'est toujours cette personne-là qui t'entraîne ou tu as changé d'entraîneur? Comment tu fais? Parce que club à Marseille, posté donc à Dugny, au nord de la région parisienne, comment tu gardes contact avec ton entraîneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui te suit à distance ou est-ce que vous avez sur place quelqu'un pour vous accompagner? J'ai arrêté de m'entraîner avec Roger Millot quand j'ai incorporé l'école de Montluçon. Alors, il faut savoir que quand j'ai incorporé l'école, j'avais quasiment arrêté de courir l'année avant. Alors, je sais plus, il faut regarder ma fiche FFA, il faudrait que je regarde, mais il y a une année, je crois que c'est en 2018, j'ai pas couru du tout. J'ai fait 0 course. Parce qu'en fait, j'avais un gros problème au tendon d'Achille depuis bien 3 ans. Mais un problème à tel point que j'arrivais quasiment même plus à marcher tellement c'était douloureux. Et je me suis dit, si je rentre en école avec cette douleur-là, je vais pas faire long feu, quoi. Donc, j'avais décidé d'arrêter de courir pour vraiment reposer à fond le tendon en faisant des soins. J'allais chez ma kiné 2 fois par semaine pendant 1 an. Et du coup, je restais en contact avec mon entraîneur parce que c'est à la fois un ami aujourd'hui, hein, c'est plus qu'un entraîneur. Et à partir de là, on a arrêté on va dire, de collaborer. En sortant d'école, lui, il était en retraite et il avait décidé, parce que c'est un entraîneur qui a entraîné des athlètes connus. Hein. Il a été entraîneur de Hakim Zilali, de Sophie Duhart, de plein d'athlètes, de Sébastien Gamel, etc. Et il avait dit qu'il voulait arrêter d'entraîner, on va dire pas à haut niveau, mais voilà, il voulait plus se pencher sur sa retraite parce que là, il était en retraite et puis profiter de sa famille plutôt que préparer des problèmes d'entraînement. Donc, en sortant d'école, je me suis rapproché de l'un de mes meilleurs amis qui était à la garde républicaine, donc Mathias Aymar, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a tous les diplômes aussi en athlée. Il a passé un brevet d'État et un diplôme d'État. Et du coup, on a commencé à collaborer ensemble jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est mon entraîneur. C'est à la fois un entraîneur, mais c'est plus un conseiller. Ça aussi, je pourrais raconter comment ça se passe au niveau des entraînements aujourd'hui. Mais en fait, on prépare les entraînements tous ensemble. On est surtout 3 dans le groupe avec Mehdi et Mathias. Et en fait, on s'arrange entre les 3 en fonction de nos objectifs de chacun. On s'arrange pour aider l'un, pour aider l'autre. Des fois, on arrive le jour même, on sait même pas encore ce qu'on fait, quoi. Des fois, on commence même. Ça m'est arrivé là, il y a même pas un mois là, avec Mehdi, on part de Dugny là, on part en courant et à l'échauffement, on savait encore même pas ce qu'on allait faire. Puis en fait, pendant l'échauffement, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on fait comme séance? Et après, on s'est décidé quelques minutes avant de commencer, quoi. Ouais, sur le moment, quelle séance on va faire? On est un peu atypique parce qu'il y en a certains, ils aiment bien avoir un programme bien défini, longtemps à l'avance, le lundi pour toute la semaine. À nous, en fait, on n'est pas du tout comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, justement, comment vous organisez votre semaine d'entraînement. Et là, bon, tu viens de le dire, coureur atypique, donc il n'y a pas forcément un jour pour la VMA, un jour pour la sortie longue. Ça va peut-être dépendre aussi de votre calendrier et de votre… exactement, oui. C'est ça, ouais, ça dépend, parce que en général, on met la sortie longue en fin de semaine. C'est souvent le dimanche. Après, si je travaille le dimanche, on va la mettre le lundi, on va la mettre le samedi, on va la mettre avant ou après. Et après, alors, on va dire, on fait souvent une VMA courte en début de semaine. Moi, j'aime bien placer des côtes. Je fais souvent des côtes le lundi. Après, je fais une petite VMA courte, une VMA plus longue en milieu de semaine et la sortie longue avec du tempo le dimanche. Donc, tu arrives à t'entraîner 4-5 fois par semaine hors, on va dire, objectif ou ça change pas? Est-ce que quand tu as un objectif, tu montes un petit peu la charge? Ouais, alors… Pareil, alors là, je fais quand même, c'est exceptionnel. Là, j'ai décidé de faire un mois vraiment plus cool. Là, j'ai commencé la semaine dernière, cette semaine, et puis encore pendant 2 semaines. Là, je vais vraiment faire un mois vraiment cool. Alors pour certains, ils vont dire que c'est beaucoup parce que je monte quand même à 100 km par semaine. Mais quand on a l'habitude de courir 150 jusqu'à 200, je crois que j'ai fait 233 le plus. Donc ça reste des semaines relativement cool. Déjà, je double pas. Donc quand on double pas, les journées sont beaucoup plus longues, c'est bien parce que quand on double, la journée passe vite. Et ouais, okay. Après, au niveau de l'entraînement, on fait en moyenne, quand on est sur une grosse prépa, je fais quasiment 5 entraînements par semaine. Juste en séance, pardon. 5 séances par semaine. Et après, en entraînement, on va monter entre 10, 12 entraînements de la semaine. On va doubler on va doubler au moins 5 à 6 fois par semaine. En intégrant un peu de préparation physique, type musculation, travail en salle, ça vous en faites
également peut-être avec ton métier. Ouais, là-dessus, je peux progresser parce que j'en fais pas beaucoup. C'est vrai que c'est bien de caler des séances de côte, de PPG, de muscu. Les côtes, j'essaie d'en faire un peu. La PPG, j'en fais, mais peut-être pas assez. Par contre, la muscu, j'en fais quasiment pas. Alors, en plus, là, ça fait 1 an, à cause du Covid, on a une salle effectivement à disposition, mais là, elle est fermée quasiment depuis 1 an. Donc, dans tous les cas, c'est mort, tout simplement. Mais ouais, c'est une chose. Et pareil pour Mehdi, hein, on en a déjà parlé. C'est des choses qu'il lui aussi doit rajouter. Malgré le fait qu'il progresse, il a encore cette marge-là. C'est d'intégrer la musculation dans son entraînement du quotidien. Ouais. Et justement, sur cette marge de progression, à ton niveau, tu l'évalues à combien par rapport à tes chronos, par rapport à des tests que vous avez pu peut-être réaliser? Tu te donnes une marge de combien par rapport à tes chronos, par rapport à tes objectifs peut-être de classement, de course? En fait, aujourd'hui, je me fixe pas vraiment de limite. Alors, je sais que je vais jamais faire 27 minutes dans ma vie, mais voilà, comme je disais, j'imaginais jamais passer un jour sous les 33. Aujourd'hui, je fais 30. Enfin, mon record officiel, c'est 33, qui était fin d'année 2019, donc un peu avant le début du Covid. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait à l'entraînement et avec les tests que j'ai fait à l'entraînement, je sais que je vaux beaucoup mieux. Et pas seulement au GPS, parce que c'est sûr qu'au GPS, comme on disait tout à l'heure, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable, mais par exemple, il y a 1 mois et demi, j'ai fait un test sur 10 km, parce que j'ai fait une grosse prépa. Et en fait, nous, on fonctionne comme ça fait 1 an, on fonctionne comme ça, on se fait quasiment des courses dans l'entraînement. On se fait des tests dans l'entraînement. Donc, on a fait Mehdi, lui, avait fait un 30 km à plus de 20 km/h. Moi, ce jour-là, j'avais fait 15 km. On a fait des tests sur 3000 mètres, on a fait le 2000 du TRC, on l'a fait pareil, on l'a fait avec Abs, Mehdi, on avait fait à plusieurs là. En fait, on se fait des courses à l'entraînement. Donc ça permet de garder des objectifs, même si c'est que entre nous, même si c'est que pour notre propre conscience, quoi. Donc on le fait en fait parce que c'est sûr que c'est pas officiel. Moi, j'ai fait un 10 km et 1 mois et demi avec, on l'a mesuré à la roue. Donc, pareil, il n'y a pas de problème de distance. J'étais tiré par un vélo, donc ça aide, hein, forcément. J'ai suivi l'allure du vélo et j'ai fait 29,48. Donc, avec un record en 30,33, avec ce test-là en 29,48, je me dis que voilà, pourquoi pas un jour me rapprocher encore des 29, quoi. Alors, ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être pas l'année prochaine, mais pourquoi pas? Il faut pouvoir après l'aligner sur une course officielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes un peu sevré, et on l'est tous, hein, coureurs, qu'on soit de haut niveau ou amateur. L'absence de course fait que on est obligé de ruser et de réaliser des courses un petit peu non officielles, mais qui comptent quand même pour évaluer justement le niveau de forme. C'est ça qui est dur aussi. C'est parce que déjà, c'est dur de trouver une course. Et en plus, à la base, c'est déjà dur de trouver la bonne course avec les bons concurrents, les bonnes conditions, le bon profil. Et là, on arrive à un point où, limite, demain, si j'ai un 10 km, même qui est pas roulant, je vais quand même y aller parce que on prend ce qu'il y a à prendre, quoi, en fait. Ce sera le dossard à épingler parce qu'il y en aura peut-être pas d'autres avant longtemps. En termes d'emploi du temps, justement, comment ça se passe? Alors, même si ça fait pas non plus tellement longtemps que tu es à la garde républicaine, pour gérer, si tu travailles un dimanche, il n'y a pas d'autorisation de sortie pour aller faire une course? Faut le prévoir, c'est des échanges avec les camarades pour prendre une garde à la place de quelqu'un d'autre. Comment ça se gère? Ou est-ce qu'ils vous laissent quand même une certaine liberté du fait de votre niveau aux uns et aux autres? Alors moi, la garde républicaine, je fais partie de l'équipe cross de la garde républicaine. Il y a une équipe course d'orientation et une équipe cross. Donc on est 8. Et en temps normal, alors là avec le Covid aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça parce que les circonstances sont vraiment particulières. Mais en temps normal, on a des courses qu'on fait le dimanche, qu'on prévoit à l'avance. Donc ça va être des courses en général, des grosses courses. Hein. Ça va être Paris-Versailles, ça va être le 20 km de Paris, des choses comme ça. Et donc on a, je crois, 8 courses ou 9 courses. Je crois qu'on a 8 courses prévues à l'avance. Donc dans tous les cas, on sera disponible pour cette course-là. Et après, pour les courses, par exemple, pour une course que je dois faire avec mon club, des interclubs ou des crosses, tout ça, si je préviens à l'avance, on a un service d'Uni, là où j'habite, qui s'occupe de préparer nos emplois du temps, et on essaie de les prévenir à l'avance, et eux, ils s'arrangent pour nous libérer le week-end en question. Voilà, ils connaissent un peu
Ils s'y connaissent d'ailleurs très bien en course à pied. On a des gens d'ailleurs qui nous soutiennent un maximum. Et du coup, ils essaient de nous arranger quand ils peuvent. Quand le service le peut, ils nous arrangent. S'ils peuvent pas, le service prime avant tout, forcément. Est-ce que tu penses que de par cette profession, de cette localisation, on va dire géographique, vous avez un statut de privilégié au point où tu peux pratiquer vraiment la course à pied dans de très bonnes conditions, dans de meilleures conditions que si tu étais resté sur Marseille? Ah oui, je pense, ouais. Oui, forcément. Avec tout ce que j'ai dit, le fait de travailler, on travaille pas moins d'heures, on travaille largement 35 heures, même plus. Mais en fait, le fait que ce soit condensé, le fait de monter une garde, de partir pour 26 heures de travail, mais d'affilée. Alors nous, ce qu'on essaie de faire en période où on s'entraîne vraiment avec un objectif, on va courir le matin avant de partir au niveau de la garde. Donc pareil, sur Strava, vous pouvez le voir, hein, des fois on va courir à 4h20 du matin, on va faire entre 12 et 15 km. Comme ça, on n'a pas perdu cette journée-là. Après, on part pendant 26 heures et le lendemain matin, quand on rentre à 9-10 heures, on retourne courir. Donc il n'y a même pas un jour finalement où on ne court pas. On arrive à courir quasiment tous les jours. Et après, c'est une question d'organisation et de fatigue. Il faut savoir se reposer quand on peut, etc. Parce que forcément, on accumule aussi la fatigue avec le travail et puis le sport. C'est ça, c'est pas si simple après avoir passé 24 heures de repartir, de mettre les chaussures et d'être performant. Au niveau de l'alimentation, tu manges au mess ou vous avez une alimentation qui est vraiment spécifique aux coureurs de haut niveau? Alors moi, j'aime bien me faire plaisir. C'est un peu aussi un de mes défauts, l'alimentation. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai été pas mal blessé. Donc il y a des aliments que aujourd'hui j'évite. Alors, je suis quelqu'un qui boit quasiment pas d'alcool déjà, donc ça aide aussi pour la course à pied. Par contre, j'ai essayé d'arrêter quasiment tous les produits laitiers, tous des produits acides parce que j'ai gros problème de tendon d'Achille. Et alors même si c'est encore pas réglé à 100%, aujourd'hui le fait d'avoir un peu changé mon alimentation, ça m'a aidé. Après, j'avoue que je me fais vraiment plaisir. Ouais, je suis pas non plus avec un régime particulier. On a beaucoup qui me disent toi, tu manges quoi en tant que coureur? Moi, franchement, je me fais plaisir. Si je veux me faire des pâtes carbo, je me fais des pâtes carbo. Le mardi, souvent, on mange des pizzas. Ouais, franchement, je suis pas un exemple à ce niveau-là. Ouais, c'est ce qu'on se demande souvent. Qu'est-ce que mangent les sportifs qui courent très très vite pour performer? Bon, là, tu es l'exemple de quelqu'un qui allie le plaisir et la course à pied. Pour revenir sur ouais, on en a besoin et c'est un des seuls plaisirs qui nous reste aujourd'hui, donc faut encore se l'accorder. Au niveau des blessures, tu disais donc tendon d'Achille, tu en es pas forcément sorti aujourd'hui. Comment tu fais justement pour continuer à courir malgré peut-être une douleur résiduelle, ce qui est le cas de nombreux coureurs, hein. Rares sont les personnes qui courent sans avoir un petit bobo ici ou là. Et comment on fait pour pas s'arrêter? Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de m'arrêter pour voir si ça pouvait disparaître. C'est incroyable parce que j'ai arrêté de courir pendant plus de 9 mois. J'ai pas couru un seul jour. Et pourtant, j'ai voulu reprendre quand même quelques footings avant de rentrer en école. J'avais toujours une douleur, quoi. C'est pas parti. Je me dis, c'est fou, quoi. Je me dis, en 9 mois, avec la kiné, tout ça, et non, c'est quand même pas parti. Donc, du coup, je suis rentré en école avec quand même cette douleur-là, mais j'avais quand même déjà commencé un traitement particulier. Donc, avec ma kiné, je faisais de la técar-thérapie. C'est une des choses qui est conseillée quand on a des problèmes de tendon. Moi, c'était au tendon d'Achille. Je bois tous les matins un truc qui s'appelle du silicium organique. C'est un truc à base d'ortie que j'achète en pharmacie. Pareil, on m'avait conseillé, et c'est vrai que je pense qu'aussi ça fait partie des choses qui aujourd'hui me permettent de continuer à courir. Et j'ai changé un peu mon alimentation, donc avec les produits laitiers que j'ai complètement arrêté, l'alcool. Mais bon, j'ai jamais été un grand buveur. Donc quand je suis sorti d'école et que j'ai commencé à m'entraîner, donc c'était l'été il y a presque 2 ans, il y a bientôt 2 ans, et j'avais toujours cette douleur. Je suis parti dès que je suis arrivé à Duny, j'ai rejoint des potes des potes de l'équipe de France militaire qui étaient en stage à Font-Romeu. Et j'ai commencé ma reprise, on va dire, plutôt au niveau sérieux là-bas, et j'avais mal. Et en fait, j'ai combattu le mal par le mal, je me suis entraîné, j'ai fait des kilomètres. Et c'est un peu paradoxal parce que plus je m'entraîne, plus je fais des kilomètres, et au final, moins j'ai mal. Et parfois, pendant un mois, je vais moins m'entraîner, et je vais avoir encore plus mal. Donc, le corps, c'est une énigme en fait. C'est pas pareil peut-être pour tout le monde, mais moi c'est vraiment une énigme à ce niveau-là. Comme si en courant, on sécrétait des substances qui anesthésient ou atténuent finalement la douleur. Mais bon, ouais. Après je pense que tu te connais suffisamment pour pas aller jusqu'à la blessure.
ça m'est arrivé 2-3 fois de dire là, je vais quand même arrêter tant de jours parce que ce soit pour le tendon ou autre chose, des fois on ressent une douleur et on sait que ça peut vite s'aggraver. Donc, quand on n'a pas d'objectif à court terme, ça sert à rien d'aggraver la chose. Donc, autant s'arrêter. Après, au niveau du tendon, aujourd'hui, c'est plus une gêne que j'ai, une lourdeur, alors qu'avant, c'était vraiment pénible à tel point que je pouvais même pas courir, quoi. Ouais, ce que tu Aujourd'hui, disais, c'est quand même différent. au point de ne pas pouvoir mettre un pied par terre et que ce soit vraiment très, très douloureux. Ah ouais, Donc, ouais. Alors, au niveau de cette équipe de France de cross, tu l'as intégrée, donc équipe de France de la gendarmerie pour le cross. Tu l'as intégrée et vous avez réussi des belles performances. Il me semble que vous avez été champion de France et pour toi, donc une deuxième place sur ce championnat. Est-ce que tu pensais, toi qui disais au niveau du collège ne pas avoir performé sur les crosses, finalement ça te réussit bien? Bah ouais, comme quoi. Pour ça, j'ai dit, il faut pas se mettre de limites. Moi, j'ai toujours détesté les crosses. Alors, je les ai toujours fait parce que, on va dire, c'est quand même la base, hein. N'importe qui, même quelqu'un qui est pas licencié en athlétisme, il a fait un cross, quoi. Au niveau du collège, tout ça, tout le monde connaît le cross. Et moi, j'ai jamais réussi des grandes courses, mais en fait, avec l'entraînement, parce que quand on s'entraîne, même si ça reflète pas tout à fait ce que je vaux au niveau cross, mais forcément, quand même, de m'entraîner dur, ça me permet de réaliser des crosses correctes. Et cette année, au niveau des championnats de France de militaire, ouais, on fait premier par équipe et et je fais troisième en individuel. Donc c'est très bien parce que le niveau est quand même moins élevé qu'il y a 10 ans, mais ça reste quand même assez prestigieux de faire un podium aux interarmées. Quel a été ton ressenti quand tu as franchi la ligne d'arrivée, que tu t'es dit, bah là, j'ai fait quand même quelque chose de très, très correct, voire très performant. Il y a quand même une satisfaction donc d'être arrivé jusque-là, après cette année presque complète sans course à pied. En peu de temps, finalement, tu es revenu à un très, très bon niveau. Bah ouais, disons que c'était quasiment un des seuls objectifs. On a eu de la chance que ce soit maintenu. C'était en automne, en fait, en automne 2020. Donc, on a eu de la chance que ce soit maintenu. Et, et là encore, c'est pour ça que de jour en jour, je change un peu de mentalité. En fait, j'étais tellement, je fais troisième, mais on finit à la bagarre les 3 premiers. En fait, j'ai été longtemps en tête avec mon pote Mathias. Donc là, c'était un rêve. En fait, je courais, j'avais du mal à réaliser. J'étais en tête de la course. On avait quand même distancé un petit peu les autres. Et on s'entraîne tous les jours ensemble. On mange ensemble. C'est un de mes meilleurs potes, hein. On se connaît depuis 2010 avec Mathias. Et là, je me retrouve en tête avec lui. Et du coup, dans ma tête, je pensais même pas gagner. Je me suis dit, si je fais un podium, c'est déjà extraordinaire. Finalement, on se fait rattraper. Enfin bon, les faits de course font qu'on se retrouve à 3 à 1 kilomètre de l'arrivée. Et en fait, on finit les 3 en sprint. Mais dans ma tête, je pensais même pas à gagner. Et c'est un peu con parce que j'avais une très très bonne forme et je pense que j'aurais presque pu faire mieux que ce que j'ai fait, ou en tout cas, j'aurais pu titiller un peu plus pour la victoire. Mais j'étais tellement satisfait de ma 3e place, je me retournais presque plus pour être sûr que j'allais valider mon podium, que voilà, c'était ça mon ressenti sur le coup, c'était vraiment la satisfaction de faire un podium aux interarmées, quoi. Et puis avec ton camarade d'entraînement Et en surtout plus. avec un meilleur pote, voilà, c'est pas seulement un ami d'entraînement, c'est à la fois mon entraîneur, c'est à la fois mon partenaire d'entraînement, c'est à la fois c'est mon coiffeur, c'est lui qui me coupe les cheveux, c'est lui, c'est mon pote, enfin c'est tout, quoi. On a des projets en commun ensemble, on fait on fait beaucoup de choses ensemble, quoi. Ouais. C'est vraiment une satisfaction. Au-delà du championnat de France, donc interarmée et avec cette course au niveau des crosses nationaux, est-ce qu'il y a d'autres courses après au niveau européen ou ça s'arrête là? Il n'y a pas d'autres courses plus élevées? Au niveau gendarmerie, parce que là, je cours pour la garde républicaine. Après, forcément, avec un bon niveau au niveau gendarmerie, on peut intégrer l'équipe de France militaire. Donc là, pas de chance pour moi, depuis que je suis arrivé, il y a le Covid. Donc, je pense qu'aujourd'hui, forcément, en faisant 3e aux interarmées, j'aurais pu peut-être participer à un championnat au niveau militaire. Alors ça dépend toujours si les réservistes viennent ou pas, parce qu'il y a des athlètes qui sont militaires, on va dire un peu sur le papier, qui sont détachés à 100%. Voilà, il y a je crois que par exemple Hassan Chadi est militaire, Beldrani, des Koval, des gens comme ça, ils sont militaires. Tout dépend si eux ils participent ou non. Mais oui, il peut y avoir des championnats du monde militaire de cross. Il y a les Jeux mondiaux. Donc je sais pas si tu as entendu parler. Il y avait les Jeux mondiaux il y a 2 ans. C'était à Wuhan justement. Enfin il y a 1 an et demi maintenant. Et Mathias lui y était, Mehdi y était. Mathias était sur le marathon, Mehdi était sur le 10 000 et le 5 000 mètres.
Et ça, c'est, on va dire, quand on est sportif militaire, c'est le mieux qu'on puisse se viser. C'est le niveau olympique, en fait. On appelle ça les Jeux mondiaux militaires, mais en fait, c'est des Jeux olympiques militaires avec une organisation aussi bien que des Jeux olympiques. Une organisation militaire. Militaire, et bah, c'était en Chine. Alors, je te laisse imaginer, voilà, c'était carré, quoi. Et par exemple, Yohan Koval y était cette année, donc au dernier Jeux mondiaux, il y a 1 an et demi, et lui-même disait que c'était mieux organisé. Il a vécu des Jeux olympiques civils. Il disait, bah, pour lui, c'était encore mieux organisé que des Jeux olympiques civils. C'est vraiment une organisation super. Donc, j'espère un jour pouvoir y participer, quoi. Ouais, ça, c'est un de tes objectifs, d'aller finalement au-delà de ce titre national par équipe et d'aller te représenter la France aussi. C'est aussi une fierté. Mes potes, ils ont fait 3e. Donc, l'équipe de France militaire, entraînée par, le sélectionneur, c'est Abdes Bahiri. Ils ont ramené la médaille de bronze. Et pareil, bah, ça fait beaucoup parler. C'est une médaille niveau international comme ça aux Jeux mondiaux militaires, c'est super, quoi. Donc, j'aimerais bien faire ce que eux ont réussi à faire, me qualifier sur marathon, puis essayer de viser une médaille avec l'équipe de France militaire. Ouais. C'est une distance que tu envisages, que tu pratiques déjà, ça, le marathon? Le marathon, en fait, ça fait 2 grosses prépas, surtout la première, parce que la première, ça c'est à la base, je préparais le marathon de Paris l'année dernière, et ma prépa, elle s'est arrêtée la veille du Summit de Paris. Donc c'est à peu près 3 semaines, 1 mois avant le marathon de Paris. Je me rappelle être allé chercher mon dossard, être rentré chez moi, j'avais fait une petite sieste, c'était le samedi, et à 16h, en me réveillant, je vois mon portable avec 50 messages, semi-marathon annulé. Et en fait, à partir de là, ma prépa marathon, qui avait commencé plus de 2 mois avant, s'est arrêtée. Alors que je me donnais vraiment, vraiment les moyens, quoi. Je devais être à 170, 180 km par semaine de moyenne. Et après, j'ai voulu faire une deuxième prépa à la base pour le marathon de Valence, mais on a vite compris que ça allait être compliqué. Et du coup, on s'était fixé l'objectif de La Rochelle. Et pareil, l'organisateur nous a appelé, je crois, 2 mois avant pour nous dire que finalement, ils annulaient aussi. Donc, j'ai fait 2 prépas marathon, un peu dans le vent. Après, je vais pas dire que c'est vraiment dans le vent parce que ça me permet de progresser, mine de rien. C'est des paliers qu'on franchit parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait quand même des tests. Déjà, on s'entraîne, donc on progresse. Et après, on teste pour voir notre forme. Donc, ça sert pas à rien. Ça servira, je l'espère, dans l'avenir. Si un jour on peut recourir normalement, ça m'a fait progresser. Oui, tu sais ce que tu vaux par rapport à cette préparation, même si mentalement, il faut accepter de baisser pavillon parce que la course n'aura pas lieu. Quand on est militaire, est-ce que vous aviez le droit, pendant le confinement, de sortir de la caserne à Dugny, ou est-ce que vous étiez cantonné à tourner à l'intérieur de la caserne? Bon, alors, on était comme tout le monde, on va dire. Pendant le premier confinement. Le deuxième, j'ai expliqué, c'était un peu différent, mais le premier, on était un peu comme tout le monde avec ce fameux kilomètre. Donc, on essayait de respecter un maximum. Bon, des fois, on dépassait peut-être le kilomètre, mais en tout cas, on allait souvent au parc à côté. Alors, soit on restait vraiment à l'entrée du parc. Et on avait une boucle de un peu plus de 1000 mètres, où pareil, Mehdi, moi j'ai fait un test 3000 mètres. Mehdi, à cette époque-là, il fait un test sur 10 km, où il a fait un petit 28. Et moi, j'ai fait un 3000 mètres. Et donc, on s'entraînait beaucoup là-bas avec un peu de la course d'orientation, Nico Gir et puis Mathias. Donc, on était les 4. Donc, à la fois, c'était agréable parce que on savait pas que ça allait être à ce point-là le Covid. Hein. On pensait, quand c'est arrivé, je pense qu'on était tous un peu pareils. On pensait que c'est un truc qui allait vite partir. Donc, sur le coup, on a profité. Voilà, on allait, dès qu'on pouvait, on allait faire notre heure le matin. On s'est entraîné, on s'est bien entraîné et tout. C'était plutôt agréable. On a plutôt respecté l'heure. Et par contre, pour le deuxième confinement, c'est un peu différent parce que Mehdi était repassé sur liste ministérielle. Donc Mehdi, en tant qu'athlète sur liste ministérielle, lui avait le droit de courir quand il veut, où il veut, on va dire. Et du coup, je l'accompagnais. Du coup, a priori, il avait le droit d'avoir quelqu'un avec lui pour l'accompagner, on va dire un sparring partner. Et du coup, on l'accompagnait souvent Mathias ou moi sur les grosses séances pour lui, on l'accompagnait en vélo parce qu'il préparait le marathon de Valence. Et sinon, on le tirait sur des séances, voilà. On le liévrait sur les séances par alternance avec Mathias. Alors, est-ce que justement, cette expression tirer, hein, tu viens de le dire, ça te tire toi aussi, d'être au contact de sportifs de ce niveau-là? Qu'est-ce que tu apprends aux côtés d'athlètes comme Mehdi qui performent actuellement? Déjà, quand je parlais de mentalité, je trouve qu'en France, on a une mentalité qui est un peu
comme je disais tout à l'heure, on se fixe beaucoup de limites. Faut jamais en faire trop en France. Alors les choses changent là maintenant. Je pense que c'est aussi grâce un peu à Strava que les choses ont changé, parce qu'avec Strava aujourd'hui, les gens voient ce que font le voisin. Il y a des gars comme Mehdi, comme Navarro, qui Choquer aussi, je crois. Il y en a quand même quelques-uns qui mettent vraiment tout leur entraînement, qui trichent pas, qui mettent tout leur entraînement. Donc en fait, on se rend compte que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est de faire des bornes, c'est de s'entraîner dur. Voilà, quand on fait 5 séances par semaine, 5 séances en 7 jours, c'est lourd. Mais s'il faut passer par là pour performer, on va le faire. Donc ça m'a permis avec Mehdi, parce que lui, il se fixe vraiment pas de limite. Je crois que c'est le mec le moins limité que je connaisse. On aime bien dire ça, nous. On aime bien dire entre nous, pour se chauffer l'un et l'autre, on aime bien dire Adi, t'es trop limité, ou on n'est pas limité. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à faire des trucs en temps normal, on n'aurait pas fait. Pour vous piquer un petit peu, oui. Ouais, je pense que c'est pour ça que. Mais pour lui aussi, ça l'aide au quotidien, qu'on soit tous ensemble, qu'on se motive. Il y en a un qui va être fatigué, il y en a un qui sort d'une garde de 24 heures qui va être fatigué, mais vu que l'autre il doit aller, allez, on y va, quoi. Tant pis. Et un jour on est en forme, un jour. Mehdi, il a beau être un athlète au niveau international, il y a des jours sans, quoi. Il y a des jours, c'est lui qui va être dans le dur, alors que moi je vais être super bien. Et bon, la majorité du temps, c'est l'inverse, bien sûr. Hein. Mais on est tous humains. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi, de s'entraîner ensemble. On se rend compte que on peut faire des grandes choses. Si on se fixe pas de limite, on peut faire des grandes choses. Exactement. Et est-ce que l'esprit garde républicaine, le côté militaire, apporte peut-être aussi ce côté dépassement, effort, que tu n'aurais peut-être pas eu de façon aussi intense dans une vie civile? Est-ce qu'il y a vraiment ce peps que vous pouvez avoir en étant militaire, en se disant là on peut pas lâcher, on n'a pas le droit, il y a les copains, enfin cet esprit de corps justement qui peut régner au sein de votre groupe d'entraînement? Peut-être, mais je me rends pas forcément compte. Je pense que à force, je suis rentré. Maintenant, ça va faire bientôt 3 ans que je suis gendarme avec l'école. Je pense que sans le savoir, sans m'en rendre compte, oui, j'imagine. Après, par contre, en plus de ça, je porte le maillot de la garde républicaine sur des compétitions ou sur des entraînements, tout ça. Ouais, ça doit aider. C'est comme si demain, j'ai le maillot de l'équipe de France sur les épaules. Je pense que je vais être transcendé, quoi. On se sent obligé de faire honneur en fait au maillot qu'on porte. Comme quand j'ai le maillot de l'OM. En tant que supporter de l'OM, si je cours avec le maillot de l'Olympique de Marseille Athlétisme, ça va être pareil, quoi. Alors, tu oses le porter dans la région parisienne ou c'est compliqué après ce classico là? On va éviter de parler foot. Non, ouais, non. Ici, de toute façon, je cours plutôt avec les couleurs de la garde républicaine parce que c'est mon métier aujourd'hui. Après, je suis content, je suis fier de courir avec le maillot de l'OM, mais c'est plutôt dans le sud que je cours avec le maillot de l'OM. Ouais. Là, je privilégie même sur les courses civiles, je cours toujours avec le maillot de la garde. Au moins, tu es tranquille. Voilà, on vient pas te chercher. Mais il y a quand même beaucoup de supporters de l'OM. Hein. J'ai fait des courses avant d'être à la garde à Paris et il y a souvent des allées l'OM en région parisienne et même dans Paris. Finalement, plus qu'on croit. Finalement, le Qatar n'a pas encore inondé l'ensemble de la France. Alors, quand on fait des petits 28 sur 10 km à l'entraînement, comme tu disais avec Mehdi, d'autres séances comme ça bien poussées, de faire 100 x 400 mètres sur piste, ça passe à l'aise. C'est pour ça que vous avez fait le buzz là sur ces derniers jours avec la séance Zatopek. Comment vous en êtes arrivé à cette séance-là? Est-ce que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de plan d'entraînement, donc aujourd'hui, on va faire 100 tours de piste comme Zatopek. Voilà, c'est venu comme ça? C'est un peu ça. En fait, c'est une séance que je voulais faire avant même de connaître Mehdi. Hein. Je voulais la faire depuis 2010, cette séance, avec d'autres potes à Marseille. Avec Mathias, d'ailleurs. Il n'a pas pu être là ce jour-là, mais à la base, avec Mathias, puis avec deux potes, Sofiane et Jamil Medjoub, des bons coureurs aussi des années 2010. Et on l'a jamais faite. Et puis là, en fait, maintenant que je prépare, même si j'en ai pas fait, mais je prépare quand même un marathon, on va dire, cette année, je me suis dit, maintenant que les kilomètres, ils enchaînent, pourquoi pas faire 40 km sur piste avec cette séance-là? Et avec Mehdi, ça fait quelques temps qu'on en parle. Là, il a fait son marathon de Valence, il avait plutôt bien récupéré et il n'y a pas d'objectif à court terme. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas la faire? Donc, à la base, on devait la faire le vendredi. Finalement, le service a fait, comme on dit, on travaille, hein, et Mehdi a eu un changement de service, donc il n'a pas pu être disponible le vendredi, donc on a fait le samedi. Donc, manque de bol, le vendredi, il y avait un super temps, il n'y avait pas de vent et il y avait du soleil, pas de pluie.
Et on l'a faite le lendemain. Et par contre, là, c'était quasiment les pires conditions que j'ai connues niveau entraînement, quoi. Donc des conditions dantesques, de la pluie, du froid. Donc Ah, mais là, je pense que tout était réuni pour que ce soit les pires conditions. donc là, pour travailler le mental, c'est on met Ah ouais, on met le curseur sur les nombres de tours et puis en avant. C'est parti pour 100 tours. Alors au c'est niveau ça. des allures, c'était quand même une grosse séance parce que je regardais justement la vidéo que vous avez pu poster sur les réseaux. C'est actif. Donc là, on est tranquille, 15 km/h. Et quand le tour de piste est lancé, là, c'est 19-20 km/h. Donc ça envoie quand même ce que vous disiez sur cette vidéo. Ouais. Alors, à la base, on pensait pas avoir des conditions pareilles, hein. À la base, on voulait courir à peu près sur une 14 au tour, le tour actif. Et la récup, de ce qu'on avait lu sur Zatopek, sa récup, lui, il devait faire une 15 et une 45. Voilà. Ça devait faire 3 minutes le 800 mètres. Et donc, on fait une 14. Et la première récup, on doit prendre peut-être une 27, une 28, au lieu de prendre une 45 comme c'était prévu à la base. Et le problème qu'on a avec Midi, c'est que quand on commence quelque chose, que ce soit à la base, c'est plutôt sur le rapide, mais quand on commence, même si c'est trop rapide, bah on recule jamais, quoi. C'est-à-dire, si on a décidé de faire 5 fois 2000 je sais pas moi, en 6 minutes, et que le premier, on va faire 5,54, et ben le deuxième, on fera pas 6 minutes. Il faudra au moins qu'on soit en 5,54. Il faudra Donc, rester sur celui-là. Ouais. voilà. Donc, on a commencé sur une allure plus rapide que prévu. Et donc, du coup, on a continué sur une allure de récup à peu près à 1,30 au lieu de 1,45. Alors, je voyais, je pense, à mi-parcours, vous avez dû changer de sens parce que vous n'arriviez plus dans le même C'est ça. virage. C'était en sens opposé. Pour préserver les articulations, peut-être? Ouais, pareil, on s'était dit à l'avance qu'on changera peut-être de tour, on savait pas trop. Et puis, en fait, c'est moi qui, au bout du 30, je pense qu'on avait fait déjà 35 tours. Je commençais quand même à ressentir une petite gêne parce que à cause de mon tendon d'Achille, même si c'est pas une grosse douleur, j'ai toujours une petite gêne. Et le fait d'avoir cette gêne, j'ai des appuis un peu différents peut-être. Et ça me faisait mal au niveau de l'articulation de ma cheville. Et j'ai commencé à le dire à Mehdi. Il m'a dit, vas-y, à 50, on tourne. Et quand il m'a dit ça, moi, dans ma tête, j'imaginais pas la 100. Je me dis, putain, à 50, ça se trouve, j'en fais que 50. Donc, en fait, je vais même pas tourner, quoi. Puis bon, finalement, je suis arrivé à 50, on a tourné et ça m'a quand même déjà un peu soulagé le fait de changer de sens. Alors, les repères sont différents parce que c'est la première fois que je tournais. Alors, à l'échauffement, on tourne dans l'autre sens, mais on s'en fiche parce que il n'y a pas cette notion-là de vitesse ou de chrono. Et là, de tourner dans l'autre sens, c'est vrai que c'est des sensations un peu différentes, quoi. Donc, au total, 2h21 d'effort pour 40 km. Quand on sort d'une séance comme ça, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On peut encore marcher ou c'est un peu difficile? Alors, le lendemain, le lendemain, je suis allé faire un footing. Donc, j'ai fait le tour de l'aéroport du Bourget parce que j'habite à côté. Là, on a un tour qui fait, grosso modo, ça dépend comment on le fait, mais il fait entre 12 et 14 km. Je crois que j'ai fait 14 le dimanche. Et paradoxalement, j'avais des super sensations. Je suis parti vraiment doucement. Et à nouveau, au bout de 6 km, il s'est mis à pleuvoir. Je crois qu'il s'est même mis à neiger. Et du coup, ça a commencé à me gonfler. Et du coup, j'ai dit, bon, il faut vite que j'en finisse. Et j'ai commencé à accélérer. Et je crois que j'étais à 15 à l'heure au milieu des champs derrière l'aéroport là-bas. Donc finalement, j'étais pas si mal. Par contre, le lundi, là, 2 jours après, là, j'étais rincé, quoi. J'avais les courbatures et en plus, là, je crois que là, c'était mon pire moment, ouais, c'était le lundi. C'était le lundi. Donc, Après, là, finalement, j'ai plutôt bien récupéré depuis. après, c'est retombé un petit peu, ouais. Après l'effort, il fallait souffler un petit peu, récupérer. Et Ouais, quand même. quel a été l'accueil des camarades, des réseaux sur cette séance? On vous a pris pour des fous, on vous a encouragé, Et, on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont fait là? au niveau de nos amis proches, au niveau de nos camarades dans la caserne, tout ça, tout le monde en a parlé. Ça a fait rigoler les gens. Ils ont dit qu'on était fous et que c'était. Les gens se rendent compte, au niveau en tout cas de la gendarmerie, ils se rendent compte parce que tout le monde court en gendarmerie. On a des tests réguliers pour voir un peu notre état de forme. Donc les gens, ils savent ce que c'est courir. Nous, on fait des 3000 mètres en gendarmerie, donc ils savent ce que c'est courir un 3000 à 15 km/h ou à 20 km/h, par exemple. Donc quand ils ont vu notre moyenne générale, parce qu'on était du coup à 17 de moyenne en faisant du vite lent vite, sur 40 km, bah là, ouais, la plupart ont dit chapeau, quoi. Après, sur les réseaux sociaux, pareil, beaucoup ont plutôt
eu des réactions positives et il y en a toujours pour dire il y a toujours les rois de l'entraînement qui vont dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Bah oui, après on le conseille à personne, hein. On n'a jamais dit à quelqu'un de faire ça, d'intégrer ça dans son entraînement. Ça regarde que nous, quoi. Je veux dire nous on va pas le faire si vraiment on avait un objectif quelques semaines après, on l'aurait pas fait, c'est sûr. On s'est permis de le faire à un certain moment, à une certaine période de l'année parce que on s'en sentait capable, parce que on avait fait les kilomètres avant toute l'année, on avait fait des kilomètres qui nous permettaient d'envisager ce genre de séance sans se blesser ou quoi que ce soit. Et puis après, on s'est écouté aussi pendant la séance. C'est sûr que si vraiment j'avais ressenti une grosse douleur ou quoi que ce soit, j'aurais pas fait l'idiot. Oui, tu aurais j'aurais stoppé. pas joué ma vie sur une séance pareille. C'est sûr. Après, voilà, vous n'avez pas non plus dit qu'il fallait faire absolument cette séance, hein, comme tu l'évoquais. Et n'ayant pas d'objectif pour les semaines à venir, c'était l'occasion, une fois de plus, comme le coureur atypique que tu dis être, de se tester et de peut-être avancer. Enfin, sur un plan mental, je pense que tu peux aussi apprendre sur ce genre de séance. Bah oui, et puis en fait, la distance en elle-même, elle n'est pas incroyable quand on fait une prépa marathon. On peut regarder tous les marathoniens français pendant leur prépa, ils sont montés à 35-40 km d'entraînement, sur un entraînement à cette allure-là. Donc en soi, c'est pas extraordinaire. En fait, ce qui est dur, c'est de tourner en rond. Ce qui est dangereux, ça va être, il y en a qui vont dire de toujours tourner dans le même sens. C'est pour ça qu'on a alterné. Alterner, c'est dangereux. Il y en a qui vont dire, oui, Zatopek, lui, faisait ça, mais à son époque, c'était du cendré, c'était pas une piste en tartan. Oui, mais Zatopek, à l'époque, il courait avec des sabots. Nous, on courait avec des chaussures en carbone. Donc, niveau de l'amorti, je pense que c'est kiff-kiff, voire peut-être mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Zatopek. Donc, voilà, je pense que il faut s'écouter, il faut savoir se faire plaisir. Nous, c'était un plaisir, hein, c'est un objectif. Je pense que j'ai débloqué des choses dans ma tête parce que la piste, ça n'a jamais été mon fort. Là, je vois que toutes les compétitions sont annulées et je me dis que cet été, peut-être que les seules compétitions qui auront lieu, ça sera peut-être la piste. J'ai jamais fait 10 000 pistes. Je l'envisageais pas trop il y a encore un an. Et aujourd'hui, je me dis que ça sera peut-être mon objectif pour cet été, de faire un bon 10 000 mètres. Et d'avoir fait 100 tours de piste à une allure correcte, ça va me libérer certainement le jour où j'aurai un 10 000 mètres à faire sur piste. Ouais, si tu dois en faire qu'un quart, bon, tu te diras, voilà, j'ai déjà fait 4 fois Exactement. cette distance-là, donc ce sera facile pour moi. Pour revenir sur tes équipements, chaussures carbone, est-ce que depuis leur apparition, tu as vu des progrès significatifs, des améliorations, et de quelle nature seraient-elles selon toi? Alors, au niveau des blessures, moi, je pense que la chose, on va dire pour moi, le premier gain que j'ai eu avec cette chaussure-là, ça va être la blessure. Parce que aujourd'hui, j'ai mes problèmes de tendon d'Achille. Je pense que c'est aussi lié au fait que je cours avec ce genre de chaussures que j'ai plus mal. Parce qu'avant, qu'on courait avec une chaussure un peu minimaliste, parce qu'avant, c'était ça, hein, quand on préparait un 10 km, un marathon, les séances et les compétitions, c'était en chaussure. Le but, c'était la chaussure la plus légère. Mais à l'époque, la chaussure légère n'avait pas d'amorti. Aujourd'hui, on a des chaussures qui font le même poids que ces chaussures minimalistes, mais avec un amorti extraordinaire, quoi. Donc voilà, je dirais que le premier gain pour moi, ça va être la blessure. Après, ça va être la récupération, parce que sur toutes les séances qu'on a faites, toutes les sorties longues qu'on a faites depuis un an avec mes partenaires, on courait tous avec les chaussures en carbone. Et c'est incroyable parce que le lendemain, on peut remettre ça, quoi. Le lendemain, si j'ai une séance, souvent, je fais une séance de côte le lendemain, j'ai les jambes qui répondent, quoi. Alors que avant, avant, je faisais pas ça, mais j'imagine que si j'avais dû faire une séance de 35 km avec des chaussures minimalistes, le lendemain, je marchais plus, quoi. Parce que c'est ce qui nous arrivait quand on faisait des compétitions. Même aujourd'hui, si je fais, avant le Covid, j'ai fait quelques courses, je voyais bien qu'au niveau de la récupération, ça n'a rien à voir, quoi. Le lendemain, j'avais pas de courbatures plus que ça. Après, sur le gain en elle-même, sur le chrono, on va dire. Non, oui, c'est ce que je voulais te demander. Je pense que ça aide, c'est certain. Ça va sur le marathon, je pense que ça va remettre, ça va repousser toutes les douleurs qu'on peut avoir, toutes les douleurs musculaires que le marathonien peut avoir après le 30e kilomètre. Je pense que ça va le repousser jusqu'à même, peut-être pour certains, ne même pas avoir de problème. Et au niveau de l'allure, j'imagine aussi, c'est dur à...
C'est pas facile à quantifier aujourd'hui. C'est dur à quantifier. Et quand on voit, par exemple, parce que ouais, il y a eu pas mal de polémiques. On a vu pas mal de sites spécialisés dans l'athlé qui en ont parlé. Et quand je vois l'hiver dernier, Runnex, je crois que c'est Runnex Proto, je sais plus, sur 10 km à Valence, qui pulvérise le record du monde du 10 km sur route, qui était à l'époque de Bekele, pardon, et qui était en minimaliste, qui avait des Adidas, mais qui avait pas des Adidas en carbone. Bah, du coup, on se dit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il avait couru en carbone, il aurait fait quoi? Il aurait, au lieu de mettre, je me rappelle plus quand il a fait exactement, mais il avait battu plus de 10 secondes le record. Donc, c'est-à-dire quoi? Parce que les certains, ils font des calculs. On a l'impression qu'on gagne 10 secondes par kilo. Non, je pense que déjà, en fonction de la foulée de chacun, ça va aider. Et après, plus on a un niveau élevé, moins on va gagner de secondes. Forcément, parce que on peut pas non plus, un gars qui est en 30 minutes, il va pas courir du jour au lendemain en 29,00, quoi. Il va peut-être gagner 20 secondes. Mais c'est une chose que je tiens à dire, il va pas gagner forcément que, s'il fait une prépa en minimaliste et qu'il court le jour de la compétition en carbone, il va pas forcément gagner énormément. Ce qui fait qu'il va être fort le jour de la compétition, c'est qu'il a pu enchaîner toutes les séances pendant sa prépa avec ses chaussures, donc sans trop de courbatures, etc., en évitant les blessures, ce qui va permettre le jour de la compétition de taper un super chrono aussi. Je pense que c'est vraiment l'ensemble. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que ces chaussures-là, vous les utilisez de façon régulière, ou est-ce que c'est vraiment pour des séances qui vont être spécifiques d'allure, de vitesse, ou est-ce que c'est quelque chose, vous avez cette paire de chaussures-là, quel que soit l'entraînement finalement? Ouais, sur piste, je les mets. Et sur des fartleks courts, en général, je mets des chaussures. Par exemple, si je cours en Nike, je vais mettre des Zoomfly 2 par exemple. Voilà. Après, sur les sorties longues, c'est obligatoire, on les met. Donc, ouais, sur sorties longues de sûr, on les met. Ouais, sur des VMA longues, on les met aussi en général. Après, moi, le modèle que je mets, c'est un modèle, c'est le premier modèle qui est sorti chez Nike. C'était les 4%. Et les miennes, elles ont plus de 1500 km. Donc, à l'époque, on disait qu'elles étaient fiables pendant 300 km. Donc, ça faisait quasiment 1 euro le kilo. Oui. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'elles sont encore pas totalement foutues. Je vais peut-être monter à 2000 km. Donc, déjà, je vais bien les rentabiliser. Et elles amortissent beaucoup moins qu'il y a 2 ans quand je les ai achetées. Mais bon, c'est toujours au-dessus d'un modèle basique, quoi. Mais elles font toujours le job malgré les kilomètres. Ouais. Et par contre, j'ai acheté d'autres modèles depuis. J'ai acheté je crois que j'ai les Vaporfly, les Vaporfly, et puis j'ai les Alphafly. Mais par contre, celles-là, je les mets que pour certains. À la base, je les mets que pour les compétitions, quoi. Je les garde dans leur boîte et je les utilise que pour des gros tests. Quand j'ai fait mon 10 km, j'avais mis les Alphafly. Mais ouais, sinon, je préfère les garder. Est-ce que vous êtes doté au niveau matériel du fait de ton appartenance à l'équipe de la Garde? Est-ce que vous avez un sponsor, des partenaires qui peuvent vous permettre d'avoir accès à du matériel C'est ça. pour les courses? Ouais, bah nous en fait on a une association qui s'appelle GR Impulse. Donc on est sur Instagram, sur Facebook, on essaie de communiquer là-dessus et on a Tego qui est en fait c'est une mutuelle militaire. Enfin, ouais, militaire. Tego qui nous sponsorise et qui nous aide, qui nous finance en fait, pour l'achat de matériel, pour les déplacements, les stages. Parce qu'on fait 2 stages au CNSD à Fontainebleau. Donc en fait, c'est un peu l'INSEP, même militaire. C'est à côté de Paris, là, à Fontainebleau. On fait 2 stages d'1 semaine, donc ça nous permet de payer ce stage-là. Et après, on a New Balance qui nous donne aussi des petites dotations de vêtements, qui nous a donné une paire de chaussures récemment, voilà, qui nous donne aussi quelques moyens matériels, on va dire, enfin en tout cas au niveau des habits et puis des chaussures pour représenter leur marque et puis comme ça on fait un peu floquer Tego et on essaie de communiquer un peu là-dessus, quoi. Ce qui te permet presque d'avoir un statut de sportif professionnel avec l'entraînement, on l'a vu tout à l'heure sur ce rythme qui est en marge quand même d'une profession et d'un métier qui est quand même très prenant sur un volume horaire, d'avoir la possibilité de t'entraîner de façon très conséquente et puis cette visibilité avec les potentiels sponsors. On est en début 2021, Faustin, quel serait finalement dans tes souhaits
dans ta planification tes objectifs pour les mois à venir, si tant est que les courses viennent à avoir lieu et que des dossards puissent être accrochés? Ouais, alors c'est dur de prévoir quoi que ce soit en ce moment. Donc j'ai espoir que, comme l'année dernière, il y ait des courses sur piste. Parce qu'on va dire l'année dernière, ça a repris courant juillet. Ça a repris courant juillet jusqu'à octobre. Donc j'espère pouvoir préparer un 10 000 mètres sur piste. Voilà, on a prévu de partir à Font-Romeu, s'entraîner fin avril, début mai avec des amis là pour préparer la saison estivale. Donc cet été 10 000 mètres et après par miracle, si c'est possible, courir un marathon. On va dire finalement peu importe lequel, celui qui aura lieu, courir un marathon en automne. Est-ce que c'est plus facile de le préparer sur une préparation estivale ou hivernale, selon toi? Ce marathon, ces courses, est-ce qu'on est plus en forme à l'automne ou plus en forme au printemps? Alors, avant, j'avais du mal à avoir plusieurs pics de forme dans l'année. Et aujourd'hui, vu que je m'entraîne quasiment de la même manière toute l'année, j'ai envie de dire peu importe. Après, ce qui est dur pour la prépa, c'est pour ça que j'ai jamais osé m'attaquer au marathon de Berlin, parce que Berlin, c'est septembre. Donc, ça veut dire que la prépa, il faut la faire de fin mai jusqu'à septembre, quoi. On va dire juin, juillet, août à fond. Et il fait chaud. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime la chaleur. Donc, courir à Paris l'été, c'est une prépa difficile. Après, si je peux partir déjà faire un stage à Font-Romeu l'été, il fait un peu plus frais, c'est un peu plus tempéré au niveau des températures, au niveau du climat. Donc, je pense que pour chacun, on est différent. Il y en a qui vont aimer s'entraîner l'été, il y en a qui détestent s'entraîner l'hiver, donc ils préfèrent faire une prépa l'été, il y en a qui vont préférer faire une prépa l'hiver. Moi, j'ai envie de dire peu importe. Aujourd'hui, ça va pas changer grand-chose. Il faut juste que le jour de la course, il fasse pas trop chaud. C'est tout. Donc ça, c'est les conditions favorables pour toi. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres séances Zatopek ou est-ce que là, c'était vraiment une fois pour tester? Ou est-ce que tu as vraiment peut-être pris du plaisir dans cette séance au final? Finalement, j'ai pris du plaisir sur la fin. Alors, c'est aussi un peu l'euphorie peut-être de la terminer, mais je me sentais bien. Ouais, je me sentais mieux que ce que je pensais et je me sentais mieux qu'au début de la séance, parce qu'au début de la séance, je n'imaginais pas du tout monter à 100. Donc pourquoi pas, peut-être pas refaire 100 fois, mais en tout cas, Zatopek, il était pas bête. Hein, le mec a gagné 3 médailles dans la même Olympiade. Il savait quand même ce qu'il faisait. Il y a quand même des coureurs, on discutait voilà, sur les réseaux, parce qu'il y en a qui commentent, il y a des coureurs comme Hawkins, Callum Hawkins, un marathonien qu'on apprécie pas mal, qui fait des séances un peu comme ça, qui va taper des 50 fois 400 avec peut-être 200 mètres récup trop actifs, un peu comme nous. Donc je pense qu'il faut jouer là-dessus. Déjà, la récup active, elle est très très importante. Il y en a beaucoup qui font des séances sur piste, qui vont faire des 400, mais qui vont s'arrêter entre chaque. Et ça, déjà, il faut toujours rester actif, quoi. Nous, sur des séances, si on prend 100 mètres de récup, ça va être 100 mètres en 30 secondes parce qu'on reste toujours actif. Donc, il y a des choses à prendre dans cette séance. L'objectif étant de garder votre cardio peut-être à un rythme quand même assez élevé, que ça redescende pas trop. Est-ce que vous travaillez avec le cardio? Est-ce que c'est un outil que non, à la sensation? Non. Il n'y en a aucun de mes proches, que ce soit Mehdi, Mathias, avec qui je m'entraîne au quotidien. Il n'y en a aucun de nous qui utilise une ceinture. Non. Il y a que la montre. Mehdi l'a au poignet, mais il s'en sert pas. En plus, ça bug, c'est pas fiable au poignet. Et non, il y a que la montre. Donc bon, on espère que vos objectifs puissent être remplis et que tu puisses performer. Est-ce que tu as une idée de chrono si tu devais te lancer demain dans une préparation marathon? Quel serait ton objectif? Tu l'as dit, 30,03 sur 10 km, 1h07 sur semi-marathon. Ça peut donner quoi selon toi par rapport à tes projections, à ton évolution sur un marathon? Si ça va dépendre le marathon que je fais. Si c'est un marathon type Berlin-Valence, ou si c'est un marathon, un championnat ou Paris qui sera forcément moins rapide. On va dire au mieux, si je fais un marathon ultra plat, le premier objectif, ça va être de descendre sous les 2h20. Voilà. Après, je sais très bien que c'est présomptueux quand on n'en a jamais fait. Il peut arriver tout et n'importe quoi le jour du marathon, les conditions, on peut avoir un mal de ventre, il peut arriver, franchement, on peut avoir le fameux mur comme certains ont, donc c'est dur de se projeter, mais l'objectif, ça sera de partir sur l'allure de moins de 2h20.
Et de par ce que vous faites et de ce que tu fais comme séance à l'entraînement, tu te dis voilà, j'ai fait peut-être plus dur à l'entraînement, donc il faut y aller oui. sans avoir peur. Les 400, les 100 x 400, au final, ça fait du 17 km/h. Donc, je crois que ça fait 17 km/h, c'est moins de 2h29 au marathon. Donc, oui, en faisant du vite lent vite, je suis sur des allures de 2h29. Donc, déjà, la distance, je l'aurai, quoi. Le jour où j'arrive sur le marathon, même si j'aurais pas l'expérience d'avoir 3-4 marathons derrière moi, j'aurai quand même 8 km. Et comme j'ai dit, la première chose à faire si on veut progresser en athlète, si on veut dépasser des limites, c'est de faire des kilomètres. Bon, c'est ce qu'on retiendra de cette planification de coureur atypique, comme tu aimes à te nommer. Sur quel réseau on peut te retrouver, te suivre? Tu disais que tu cachais rien. Donc sur Strava, déjà, c'est peut-être sur Strava, avec mon prénom, Faustin Guigon, vous pouvez voir tout ce que je fais au jour le jour. Donc, je remettrai les liens également. Donc, Instagram aussi, tu es présent? Instagram et Facebook, ouais. Ah ouais. Et après, vous pouvez retrouver l'actualité de l'équipe, donc la fameuse équipe avec Mehdi, Mathias. On est 8 dans l'équipe. Et donc là, ça s'appelle GR Impulse. Bon, je remettrai les liens. Ouais. Voilà. Je remettrai les liens sur les notes de l'épisode. Un grand merci, Faustin, de m'avoir accordé cette interview. Mais bon, entre supporters marseillais, on s'entraide et on se soutient. Donc, je te remercie. Ah oui, objectif 2021 pour notre club de cœur, ce serait lequel? Oh là là. On n'en parle pas? Je couperai au montage alors. Ah non, de virer toute l'équipe déjà. Bon. De virer le président, de virer l'équipe et puis de repartir de bon pied, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y aurait un bon coup de balai, puis peut-être d'en faire courir certains un peu plus, de borner à l'entraînement. Je pense que certains pourraient justement en prendre bon conseil. En tout cas, un grand merci, Faustin. Je te souhaite une bonne saison en espérant que tu puisses accrocher des dossards. C'est tout ce que je te souhaite. On se croisera peut-être sur une course, qui sait? Eh ben, écoute, si je monte sur Paris et que je m'approche de la garde républicaine, je viendrai faire un saut jusqu'à Duny. Je connais la route, donc il faut juste que je donne ma plaque à la barrière, c'est tout. Après, c'est bon. De police. Exactement. Eh bien, un grand merci. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Pour les auditeurs, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.